Aujourd'hui, pouvoir écouter de la musique, c'est super simple. On se connecte à n'importe quelle plateforme de streaming musical et en échange d'une petite pub si on n'est pas abonné, bon ok, un peu grosse même, on a toute la musique qu'on veut à portée de main. Que ça soit en soirée, dans la voiture ou même sous la douche, tu peux écouter ce que tu veux. Vraiment ce que tu veux. Non, mais c'est pas ce que vous croyez. C'est devenu tellement normal de pouvoir écouter la musique de notre choix, et la plupart du temps gratuitement, qu'on n'y prête même plus attention. C'est devenu tellement facile qu'on en oublierait presque à quel point c'était hyper compliqué de pouvoir écouter la musique qu'on voulait à l'époque. Si tu voulais écouter un morceau précis, il fallait aller à la Fnac, chez un disquaire ou dans un supermarché. Et parfois il fallait même acheter tout un album juste pour une seule chanson. Alors qu'est-ce qui a changé? Comment on est passé de cette galère à pouvoir écouter toute la musique qu'on veut et en illimité? Tout ça, c'est grâce à un mec qui s'appelle Sean Fanning et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques années, j'avais déjà fait cette vidéo. Je l'avais faite il y a 2-3 ans je crois. J'avais pas fait beaucoup de vidéos, j'en ai fait 2-3 mais elles me convenaient plus donc je les ai mises en privé. Mais cette vidéo particulièrement, je la trouve quand même assez importante. Parce que mine de rien, l'histoire que je vais vous raconter, elle a juste révolutionné la manière dont on consomme de la musique aujourd'hui. Et parce qu'il y a peut-être des personnes aussi qui n'ont pas connu la période où c'était un peu chiant de pouvoir écouter la musique qu'on voulait. Donc voilà, je me suis dit que j'allais la refaire. Donc si jamais vous aviez déjà vu cette vidéo à l'époque, et bah restez quand même parce que je vais dire des nouveaux trucs. Et si c'est la première fois que vous entendez parler de ça, et bah je vais vous ramener quelques années en arrière, en 1999. Nous sommes en 1999. Le monde n'a encore jamais entendu parler de smartphone ni de plateforme de streaming musical ou vidéo. D'ailleurs, Netflix existe depuis 2 ans, mais pour l'instant, c'est juste une entreprise de location de DVD par correspondance. Pour écouter de la musique, il faut acheter des CD en magasin ou enregistrer ses morceaux préférés à la radio sur des cassettes, et les baladeurs CD ou cassettes sont les compagnons de trajet en bus ou en voiture. Les ordinateurs et internet existent, mais ça reste un luxe pour beaucoup. L'histoire que je vais vous raconter, elle se déroule aux États-Unis. Alors, c'est pas un scoop, ils ont toujours été très en avance, et là-bas les nouvelles technologies sont beaucoup plus déployées qu'en France. Donc en 1999, les Américains ont un accès aux ordinateurs et internet beaucoup plus facile que pour les Européens. Et attention, quand on parle d'accès, on parle de modems bruyants, de téléchargements interminables, et d'un accès limité qui coûte très cher. Et c'est dans ce contexte où la musique se consomme encore principalement de manière physique que Sean Fanning, un jeune étudiant en informatique, commence à travailler sur une idée qui va bouleverser notre manière de consommer et de découvrir de la musique. Sean Fanning, c'est lui. C'est un petit gars de 18 ans qui passe tout son temps libre à coder sur son ordinateur ou à traîner sur des forums dans les fins fonds d'internet, et à force de fouiner, il tombe sur un forum qui propose de partager des musiques gratuitement. Alors attention, il n'y en a pas beaucoup, mais juste le fait qu'il y en ait un accès libre et que ça soit gratuit, lui il va se dire, vas-y c'est quoi ce truc de fou? Et sur les musiques mises en ligne, on voit .mp3 juste derrière le titre. Et là, Sean, il se dit, mais c'est quoi ce truc là, MP3? Et bah laissez-moi vous ramener encore quelques années en arrière dans les années 80 pour vous expliquer ça. Durant les années 80, des chercheurs se penchent sur la question de la compression vidéo. Leur but, c'est de pouvoir faire circuler des films entiers sur des CD et passer de la cassette VHS, donc qui passait dans ce truc-là, à ce qui deviendra plus tard la création du DVD. Pour vous expliquer vite fait, en fait, ça consiste à réduire au maximum la taille des données de la vidéo, tout en préservant la qualité de l'image. Moins il y a de données, plus les fichiers peuvent se transmettre facilement. Une compétition est alors organisée pour déterminer quelle sera la norme internationale de la compression vidéo, et en plein milieu de cette recherche, les participants réalisent que s'ils compressent de l'image, il faut aussi compresser le son. Et donc il y a une nouvelle compétition qui va être mise en place pour trouver quelle sera la norme internationale de la compression audio. Il y a plusieurs équipes venues de différents pays qui vont venir pour s'affronter et établir cette norme capable de stocker le son des films complets sur CD. Et finalement, c'est une équipe nommée Musicam qui remporte la victoire. Le format qu'il développe est baptisé le MP2, et le MP2 deviendra la norme sonore pour le DVD. Alors je sais que tout ce que je raconte là, ça fait un peu technique, un peu fouillis, vous dites ouais je comprends pas, machin. Vous allez voir, c'est très important pour ce qui va suivre. Donc on a trouvé la norme sonore pour le DVD, c'est le MP2 et tout, nanana, Musicam ils sont hyper contents, mais il y a un institut allemand qui s'appelle l'Institut Fraunhofer et qui faisait partie d'une équipe perdante qui va être un petit peu saoulée d'avoir perdu. Selon eux, leur technologie mérite également une place dans cette norme internationale et ils vont pas mal insister auprès des organisateurs pour leur dire vraiment écoutez notre truc, il est hyper intéressant. Les organisateurs finissent par accepter, ils font un dernier test d'écoute, même si le MP2 a déjà été désigné gagnant. En faisant les tests, les organisateurs trouvent effectivement que la technologie de l'Institut Fraunhofer, elle est pas mal. Ils vont baptiser la technologie de l'Institut Fraunhofer le MP3. Nous sommes en 1991, le MP3 existe, mais il n'a pas vraiment d'utilité en fait. Et il n'a pas d'utilité parce que l'Institut Fraunhofer a peut-être été beaucoup trop en avance sur son temps.
À ce moment-là, l'équipe de Fraunhofer est convaincue que le MP3 va révolutionner l'accès à la musique. Avec Internet qui commence à se développer, ils imaginent déjà un futur où la musique pourra circuler facilement en ligne. Grâce au format MP3, les fichiers sont beaucoup plus légers, mais sans sacrifier la qualité sonore. Pour eux, c'est une invention de génie qui rendra la musique accessible à tous, partout, via Internet. Et comme ils sont extrêmement sûrs de leur innovation, ils vont taper aux portes des maisons de disques en faisant leur speech, et elles vont leur répondre non. Le monde de la musique ne va déjà, dans un premier temps, pas comprendre l'utilité du MP3. Le speech de l'Institut Fraunhofer, il est bien beau, mais les maisons de disques vont répondre que ça n'a pas d'intérêt pour eux. Eux, ils vendent des CD, et ils les vendent très très bien. En fait, l'Institut Fraunhofer proposait une solution à un problème que les maisons de disques n'avaient pas. Et c'est pas pour être méchant, mais c'est vrai que les maisons de disques, elles étaient pas très visionnaires. Par exemple, lorsque la radio est apparue, elles la voyaient comme une menace, craignant que les gens n'achètent plus de musique s'ils pouvaient l'écouter gratuitement. Et pourtant, la radio a fini par booster les ventes en promouvant les artistes. Pour l'instant, les majors préfèrent rester dans leur zone de confort, tant que le CD se vend bien, elles ne voient pas l'intérêt de chercher de nouvelles solutions. En 1991, Internet, on n'a pas encore beaucoup de recul dessus. Il y a même des personnes qui considèrent qu'Internet, ça ne marchera même pas. C'est pas du tout installé dans les foyers, loin de là. Et le CD, il est au sommet de sa popularité, donc pourquoi changer quelque chose, ou vouloir voir plus grand, ou plus loin dans les années, quand ce qui est en place fonctionne à merveille. Le projet du MP3 échoue, et sa licence finit par être disponible pour tout le monde sur Internet. Et là, ça va devenir intéressant. Et là, je vous ramène 8 ans plus tard, en 1999, sur le fameux forum que Sean Fanning vient de découvrir. Et c'est grâce à cette fameuse licence du MP3 qui circule sur Internet que des internautes passionnés par l'informatique vont avoir l'idée d'extraire des musiques de CD pour les mettre sur leurs ordis. Ils vont utiliser la licence du MP3 pour compresser le son, et que ça soit plus simple de faire circuler le fichier musical sur Internet. Tout ce qui était dans le discours de l'Institut Fraunhofer, les internautes sont exactement en train de faire ça. Et petit à petit, il y a plein de fichiers qui vont circuler sur ces forums pour le plus grand bonheur de Sean Fanning qui décide de montrer ça à ses potes. Je le rappelle encore parce qu'il y a peut-être des personnes qui regardent ma vidéo qui n'ont pas connu l'époque où il fallait acheter de la musique en physique. Mais imaginez-vous un monde, ou alors rappelez-vous, où le seul moyen pour que vous puissiez écouter une musique en particulier, c'était soit d'acheter ce titre en grande surface ou d'acheter un album entier juste pour une musique. Et tout d'un coup, vous trouvez une manière gratuite d'écouter le titre que vous voulez. Et vous tombez petit à petit sur une ribambelle de titres gratuits. Sean, il va trouver ça incroyable, mais il va se dire, quand même c'est dommage, hein, c'est pas trié, c'est un peu fouillis, puis ça prend quand même vachement de temps de trouver une musique en particulier. Et c'est comme ça qu'il va avoir une idée qui va tout changer. Lui qui adore coder, qui adore faire des sites internet, il se dit que ce serait vraiment incroyable de créer un logiciel qui réunirait tous ces fichiers MP3 en un seul endroit, une sorte de bibliothèque en ligne géante. Tu pourrais simplement taper le titre de la chanson que tu cherches, et hop, tu la trouves et tu la télécharges. Cette idée l'obsède tellement qu'il passe ses nuits à travailler dessus, au point d'arrêter d'aller en cours. Il travaille avec l'aide de son ami Sean Parker qui deviendra célèbre 5 ans plus tard en étant également le cofondateur de Facebook. Dans le film Social Network, c'est Justin Timberlake qui joue son rôle. Et tous les deux, ils vont créer le logiciel qui va causer la plus grosse crise de l'histoire de la musique. Napster. Napster devient rapidement un phénomène public. Tu tapes un nom dans la barre de recherche et t'as une liste infinie de fichiers qui apparaissent, parfois même avec des résultats qui n'ont rien à voir. Le principe de Napster, c'est simple. Faciliter l'échange de musique entre les utilisateurs, mais pour ça, tout le monde doit contribuer. Pour télécharger des chansons, tu dois toi aussi en partager. C'est le concept du peer-to-peer. Après, on est à la fin des années 90, et transformer des CD en fichiers MP3 prend énormément de temps. Télécharger une chanson de 3 minutes peut demander des heures, voire des jours. Les étudiants des universités américaines, avec un meilleur accès à Internet, sont les mieux lotis. Mais malgré ces difficultés, l'idée d'avoir un catalogue immense de musique gratuite change radicalement les habitudes des auditeurs. Grâce à Napster, les gens découvrent de nouveaux artistes et des chansons du monde entier. Pour écouter les derniers albums, certains vont même jusqu'à noter les titres à la Fnac et les téléchargent ensuite chez eux avant de graver les chansons sur un CD vierge. Une révolution totale qui va causer petit à petit l'effondrement des ventes de CD. Bah oui, parce qu'avec tous ces avantages, on en oublierait presque que c'est illégal. Récupérer des musiques sur un CD, et même si tu l'as acheté pour ensuite le partager avec d'autres personnes, c'est illégal. Les artistes et les maisons de disques ne gagnent rien sur ces partages, ce qui les pousse à se révolter. Et 6 mois après sa création, la Recording Industry Association of America, RIAA, donc l'équivalent du syndicat national de l'édition phonographique en France, attaque Napster.
Des stars comme Metallica et Dr. Dre s'en prennent aussi à la plateforme, et on va rapidement assister à une espèce de guerre entre les artistes et les personnes qui travaillent dans l'industrie de la musique et qui voient leur métier menacé, et le grand public aux États-Unis. Mais on peut même pas vraiment dire que c'est le grand public encore, parce qu'à ce moment-là, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui télécharge non plus. C'est plutôt un jeune public qui a accès à internet facilement. The situation with Napster is basically this. They're enabling people to get our music free. The music we go in the studio and work hard on for long periods of time, and a lot of money is spent on producing those records, and they're enabling people to get the music free, and I don't think it's right. They're taking food out of my kids' mouth. Well, that shit is bullshit. All that Napster shit is bullshit. And anybody who stands for it is bullshit. You know what I'm saying? I don't want nobody getting my music for free. You know what I'm saying? The week that my album came out, I missed at least 30,000 sales by, you know what I'm saying, by people downloading my shit on the internet or whatever. Et cette guerre va être faite d'une grosse incompréhension entre le consommateur de musique qui clairement en a marre de payer un produit aussi cher et qui ne se rend pas compte de l'investissement et de l'impact qu'un téléchargement peut avoir sur les créateurs de l'œuvre et qui ne voit pas en quoi c'est mal vu que tout le monde le fait, et les personnes qui travaillent dans l'industrie qui elles ne vont même pas chercher à trouver de solution et qui vont juste exiger que les téléchargeurs arrêtent de télécharger et qu'on revienne à l'époque où le CD se vendait très bien. Sauf qu'il y a une faille qui s'est créée et maintenant on peut plus revenir en arrière. Napster hijacked our music without asking. They never sought our permission. Our catalog of music simply became available for free downloads on the Napster system. The argument I hear a lot, that music should be free, must then mean that musicians should work for free. Nobody else works for free, why should musicians? Sean va essayer de trouver une solution parce que lui, il y tient à son logiciel, il est pas con, je pense qu'il a pas non plus envie de finir en tôle, donc il va essayer de négocier avec les maisons de disques pour rendre son logiciel légal. Il va leur proposer d'acheter les licences d'exploitation des catalogues musicaux pour les mettre ensuite sur Napster, mais il s'est pris un mur, c'était un non catégorique. Les maisons de disques ne voulaient ni travailler avec lui, ni mettre les musiques de leurs artistes sur internet. Et encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque parce que on n'a pas de recul en fait sur internet. C'est même un mot qui fait un peu peur. Donc les maisons de disques se disent non, on va pas faire ça, c'est trop dangereux de laisser circuler de la musique sur internet. Et comme pour le MP3 avec l'Institut Fraunhofer, Sean a sûrement été trop en avance sur son temps parce que cette idée, c'est clairement le brouillon des plateformes de streaming. Une guerre va se créer entre ces deux mondes. Sean n'hésitera pas à mettre de l'huile sur le feu dès qu'il le pourra. Il est invité à remettre un prix lors des VMA 2000. Il sait que le batteur de Metallica est dans le public. Et Metallica était le groupe à se battre contre le téléchargement illégal et surtout contre Napster. Napster. Sharing's only fun when it's not your stuff. Donc pour les provoquer, il se ramène avec un t-shirt de Metallica sur une musique de Metallica et il dit ça. Nice shirt. Nice shirt. You like it? You like it? Actually, a friend of mine shared it with me. I'm thinking about getting my own though. All right. I think we need to get on with this introduction as quickly as possible. Yo, the sooner I can get off the stage, the better. Bon, qui fait le malin tombe dans le ravin. Napster va fermer ses portes l'année d'après, en juillet 2001, après un procès et une amende qui va s'élever à 26 millions de dollars. Ouais, ça coûte très cher la gratuité de la musique. Napster n'existe plus, mais l'esprit de la gratuité de la musique va rester ancré dans la tête des gens. Parce que cet esprit de gratuité, ça fait longtemps qu'elle existe, bien avant Napster. Le piratage musical, ça fait des décennies que ça existe. C'est la compact cassette qui, dans les années 60, va permettre aux auditeurs d'enregistrer des émissions de radio ou encore copier des vinyles. La musique enregistrée va devenir gratuite à ce moment-là. Cette avancée a permis au public d'échanger et de partager de la musique, voire même de vendre des cassettes illégalement. Et même encore jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas pourquoi c'est illégal et en quoi c'est considéré comme du vol de télécharger de la musique. Et si on revient aux années 90-2000, les gens se disent « si ce CD je l'ai acheté et qu'ensuite je veux le partager avec d'autres personnes, eh ben je peux. C'est tellement facile de télécharger, puis maintenant il y en a tellement qui le font que pourquoi moi on me trouverait et on me punirait. Et puis aussi il faut se rappeler, le grand public il a une mauvaise image de l'industrie du disque. C'est un peu une vision du patron ou du producteur qui fume des gros cigares sur son bureau et qui brasse plein de billets. Il y avait une part de vérité. Pour les cigares je sais pas, mais il brassait énormément d'argent. D'ailleurs, le CD a même limite été imposé au foyer à l'époque où c'est apparu. On a vendu ça comme un petit objet futuriste qui était incassable, qui avait un son bien meilleur que le vinyle, qui ne prenait pas la poussière, et tout d'un coup, on a arrêté de vendre le vinyle pour remplacer même des albums qui étaient déjà sortis depuis longtemps par le CD. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire que même quand tu faisais tes courses en supermarché, eh ben, tu pouvais aller au rayon CD et écouter les dernières sorties et acheter un album, un CD de titres ou une compile des meilleurs hits. À la fin des années 90, l'industrie musicale américaine génère 21,5 milliards de revenus. Donc dans la tête de l'auditeur, le monde de la musique est tellement riche
que c'est pas un petit téléchargement qui va ruiner ça. Sauf si tout le monde se met à télécharger à travers le monde. Vous croyez que voler de la musique à ceux qui l'ont créée, c'est pas grave? Enfilez vos vestes, je vais vous montrer quelque chose. Voici la maison de Lars Ulrich, le batteur de Metallica. Regardez, c'est lui là-bas, effondré sur son transat. Mais pourquoi il pleure? Ce mois-ci, à côté de la piscine, il voulait faire installer un bar aquarium à requins en or massif. Mais à cause de ceux qui volent sa musique sur le net, il devra attendre plusieurs mois avant de pouvoir se l'offrir. Voici Britney Spears qui monte dans son jet privé. Vous ne remarquez rien? Avant, son jet était un Gulfstream 8. Mais elle a dû le revendre pour acheter un Gulfstream 7 parce que des gens comme vous téléchargent sa musique gratuitement. On est désolé, on téléchargera plus jamais de musique sur le net. L'homme devrait songer aux conséquences horribles que peuvent produire ces actes égoïstes, ou bien, j'en ai peur, tous ces grands artistes seront condamnés pour toujours à vivre une vie à demi luxueuse. Si jusque-là j'ai axé le point surtout sur les États-Unis, c'est parce qu'en France, le téléchargement illégal et les logiciels de piratage vont apparaître un petit peu plus tard, à partir de 2002. On est un petit peu en retard comparé aux autres pays, et ça pour deux raisons. La première, c'est parce que tout le monde n'avait pas le haut débit. Chez nous, par exemple, on a eu Internet qu'à partir de 2005-2006. Mes parents, ils voyaient pas spécialement l'intérêt d'avoir Internet, et puis ça coûtait cher surtout. Et la deuxième raison, c'est que les Français sont des très gros consommateurs de musique francophone. En France, on a la variété française qui est adorée depuis toujours par le grand public. Il y a même une loi qui, depuis 1996, oblige les radios à diffuser 40% de chansons en langue française. Je crois que c'est même passé à 60% quelques années plus tard. Et d'ailleurs, au passage, c'est pour cette raison que la radio Skyrock s'est spécialisée dans la diffusion de rap français à la fin des années 90, parce qu'il fallait passer des titres francophones. Et en France, au tout début des années 2000, on a des émissions de télécrochet comme la Star Academy, où chaque promotion sort un album de reprise, souvent en français, ce qui incite le public à acheter l'album. Et on est aussi en plein dans l'ère des comédies musicales qui vont vendre également énormément de disques parce que ça marche extrêmement bien. Donc la chute du CD va être un petit peu plus lente chez nous, mais finira inévitablement par arriver lorsque les connexions ADSL commencent à se généraliser, ainsi que les équipements comme les graveurs qui coûtaient une fortune, qui sont désormais directement intégrés aux nouveaux ordinateurs. Je vais peut-être vous réveiller des souvenirs, est-ce que vous êtes prêts si je vous dis Kazaa, Imul, LimeWire? Ce sont les descendants de Napster. C'est d'autres logiciels de peer-to-peer qui petit à petit vont s'installer dans les foyers français, et si au tout début ça pouvait prendre un temps astronomique de télécharger juste une chanson, les nouvelles connexions ADSL offrant un meilleur débit et une meilleure offre surtout, vont permettre de télécharger plusieurs chansons à la fois, beaucoup plus facilement qu'avant, et ça ne se limitait pas aux chansons, il y avait les films aussi. L'utilisateur a juste à télécharger sa musique, acheter un CD vierge, le mettre dans le graveur, et attention, tu pouvais même imprimer la pochette de l'album. Et ça donnait ça. J'ai retrouvé le premier album d'Alizé en CD gravé. C'est pas moi, j'étais trop petit. Et en retrouvant ça, ça m'a fait me souvenir qu'on avait un voisin qui téléchargeait comme un taré. Et c'était trop cool parce que dès qu'on avait besoin d'une musique et tout, on allait le voir et on avait notre album. Je me souviens plus de son prénom, mais merci à toi si tu te reconnais. De toute façon, moi, le téléchargement, c'était pas possible d'y penser parce que déjà, comme je l'ai dit, on a eu Internet un petit peu sur le tard. Mais même si on avait eu Internet plus tôt, mon père, il m'aurait dégommé si j'avais osé parler de téléchargement. Moi, c'était surtout via les autres que j'y avais accès. Par exemple, exemple tout con, mais la série Desperados Wives, c'est ma grande sœur qui me l'a fait découvrir parce qu'elle téléchargeait les épisodes qui venaient juste de sortir aux États-Unis. On regardait, c'était sous-titré en français, mais en vrai, c'était ouf. Et elle téléchargeait plein de trucs, je m'en souviens, ça terminait sur des disques durs après. C'était trop bien parce que après ça, tu pouvais te faire des soirées ciné chez toi. C'était trop cool. Bon, sauf quand le film il était en version québécoise, et sauf quand tu pouvais choper des virus aussi. C'était aussi elle qui mettait mes musiques sur mon lecteur MP3 parce que, oui, à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, il y a son support qui arrive aussi avec. Si à l'époque des cassettes on pouvait les écouter dans un Walkman, à l'époque des CD on les écoutait dans un Discman qui faisait un peu sauter la musique dès que tu bougeais un peu, et les titres téléchargés vont pouvoir être écoutés sur le lecteur MP3. Là on en revient tout à l'heure avec l'Institut Fraunhofer et tout, le truc qui se vend pas, qui finit sur internet, et ça y est, ça sert enfin à quelque chose le MP3. Et dites-vous que même le MP3, les professionnels de la musique n'y croyaient pas, pendant des années ça boycottait le MP3, l'argument numéro 1 c'était que comme c'était de la musique compressée qui entraînait forcément de la perte de qualité, le son était moins bon que sur un CD, mais en vrai, qui, à part les ingénieurs du son et ceux qui ont l'ouïe fine, allait prêter attention à ça? Les innovations technologiques, elles sont pas forcément mieux ou moins bien que celles d'avant. C'est juste qu'elles s'adaptent au mode de vie qui évolue, et surtout, c'est pratique.
Bon, si du côté des auditeurs c'était la belle vie, du côté du monde de la musique, ça devenait de plus en plus catastrophique. On essayait de trouver des solutions pour contrer le téléchargement, mais pas pour vivre avec. Vous achetez encore souvent des CD ou pas? Non, jamais. Hein. Jamais. Le CD? Jamais. Attends, maintenant un CD 2 titres ça coûte 34 francs et la deuxième chanson elle est toujours pourrie. Il y a des tas de pubs qui vont commencer à être diffusées à la télévision, et quand tu voulais lancer ton film aussi en DVD, au tout début, ils te mettaient une petite pub contre le téléchargement. Les 4 majors de l'époque vont s'allier et exiger que les CD soient dorénavant protégés par des systèmes anti-copie. Les Français, quant à eux, recevront des petites lettres bien mimi grâce à la loi Adopi qui leur demanderont d'arrêter de télécharger. Il me semble que c'était au bout de la 3e que tu recevais une amende ou une condamnation. Condamnation? Une punition? Mais en général, au bout de la première lettre, les gens ils arrêtaient. Il fallait donc absolument trouver une solution légale pour répondre à cette envie de musique accessible. Certains comprennent vite que les formats physiques deviennent dépassés. Ce qu'il faut, c'est vendre de la musique en format digital. Des sites de téléchargement légaux vont voir le jour, où tu peux acheter des albums pour les écouter sur ton ordinateur ou ton lecteur MP3. Mais voilà le problème, les labels hésitent encore à rendre leur catalogue disponible. Ce qui fait que ces sites offrent très peu de choix. Donc les résultats, c'est que c'est payant, et en plus t'as pas beaucoup de choix, autant retourner à la solution facile. Et pour la petite anecdote, parmi ces sites légaux, l'un d'eux permettait aux artistes de mettre eux-mêmes leur musique en téléchargement gratuit. Et c'est ce qu'a fait une tout jeune chanteuse française, fan de Britney Spears et rêvant de devenir sa version française, et qui n'arrivait pas à se faire signer par une maison de disques. Personne ne voulait de sa chanson. Alors elle a décidé de la mettre elle-même en ligne, et ça va être la folie, 15 000 téléchargements en 2 mois. Si aujourd'hui ça semble très peu, en 2000, c'est énorme. Et cette chanteuse, c'était Laurie. Et mine de rien, elle aussi, elle a été hyper en avance sur son temps. Le monde entier peine à trouver une solution légale, jusqu'au jour où un certain Steve Jobs va s'en mêler. Nous sommes en 2001, Apple sort l'iPod et c'est un énorme phénomène. Tout le monde se l'arrache, un peu comme le Walkman de Sony dans les années 80, parce que tu peux écouter ta musique où tu veux. Mais il y a un hic. Dans la publicité de l'iPod, on peut entendre ce slogan. iPod, 1000 songs in your pocket. Les maisons de disques vont être furieuses, elles savent très bien que c'est impossible de stocker autant de musique légalement, parce qu'il n'y a même pas 1000 musiques de disponibles sur les plateformes de téléchargement légales. C'est perçu comme une incitation au téléchargement illégal, et une véritable guerre éclate entre le monde de l'industrie musicale et le monde de la technologie. Steve Jobs a alors une idée, créer l'iTunes Store. Il propose au label de vendre des chansons en ligne, mais avec un modèle inédit, des titres à 99 centimes chacun. Au lieu de forcer les gens à acheter des albums entiers pour une seule chanson, n'importe quel titre, même un titre qui n'est pas sorti en single, pourra être disponible. Les maisons de disques vont forcément être hésitantes parce que vendre des albums entiers rapporte beaucoup plus, mais Steve Jobs leur fait comprendre que de toute façon, là, elles sont pas en position de force. Pour les rassurer, il promet un système de protection, chaque chanson achetée sur l'iTunes Store ne pourra être copiée et ne fonctionnera que sur un iPod. C'est ainsi qu'Apple commence à changer le jeu et redéfinit notre façon de consommer de la musique. C'est en 2003 que le public découvre ce nouveau service révolutionnaire, l'iTunes Store. Il propose d'acheter des titres à l'unité pour un prix abordable et à écouter ensuite légalement sur son iPod. Mais ça ne va pas satisfaire tout le monde d'un coup. Il y a ceux qui adorent Apple, il y a ceux qui continuent de télécharger illégalement pour écouter sur leur lecteur MP3. Le piratage ne disparaît pas immédiatement, et il faudra encore plusieurs années avant de trouver des solutions satisfaisantes pour les amateurs de musique et l'industrie. La solution qui va sembler convenir à tout le monde et qui aujourd'hui est devenue la normalité, ce sont les plateformes de streaming. Dès 2007, Deezer et Spotify émergent et comme je vous l'ai expliqué, à chaque arrivée d'une nouvelle technologie, son support vient avec. Après le téléchargement et le lecteur MP3, ce sont les smartphones qui apparaissent. Pour un abonnement mensuel ou gratuitement avec de la publicité, les utilisateurs accèdent à une immense bibliothèque de musique partout et à tout moment. Au tout début, c'est que sur ordinateur, puis avec l'émergence des smartphones et le développement de l'internet haut débit sur téléphone avec la 3G et la 4G, les utilisateurs peuvent y avoir accès à tout moment où ils le souhaitent. Et c'est finalement la réponse parfaite aux attentes du public, ne plus posséder la musique, mais avoir un accès illimité quand ils le veulent. Je vais pas forcément détailler plus que ça sur cette partie, parce que je pense que ça mérite une vidéo entière là-dessus. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresse d'en avoir une, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire sur l'arrivée du streaming, sur les conséquences que ça a eu sur nous, en tant qu'auditeurs, sur les conséquences que ça a sur les artistes. Je pense que ça mérite un peu plus qu'un paragraphe dans une vidéo. Là, je vous en ai parlé en abrégeant un petit peu, mais de mon point de vue, en tant qu'auditeur, ça a été super long ce moment de transition entre le téléchargement illégal et les plateformes de streaming. Et je pense que je suis pas le seul à avoir fait ça, mais pendant tout ce temps,
Il fallait trouver des techniques pour pouvoir écouter les musiques qu'on voulait. Je me souviens que j'avais un lecteur MP4 et j'enregistrais les radios, les musiques de radio dessus. Donc j'étais à l'affût comme ça, j'écoutais à chaque fois et dès qu'il y avait un petit morceau qui passait à la radio, tac, j'enregistrais. Quand YouTube est apparu, c'est pareil, j'étais encore avec ce fameux lecteur MP4 et je le mettais sur les enceintes de l'ordi et j'enregistrais les musiques comme ça. Ça avait une qualité médiocre. La qualité, elle était terrible, mais je savais pas télécharger quand j'étais petit. On pouvait télécharger aussi sur les Skyblog, mais bref, c'était compliqué. Mais en fait, j'ai vraiment plein d'anecdotes à raconter là-dessus. La chanson Hips Don't Lie de Shakira, quand elle est sortie, et moi j'étais un fou de cette chanson, je l'adorais. Et le seul moyen que j'avais pour l'écouter quand j'étais petit, c'était de me mettre devant Europe 2 TV ou Energy Hit et d'attendre que le clip passe à la télé. J'étais là, j'attendais. Et il finissait par passer. Il y avait les sites de téléchargement de sonneries de téléphone. T'avais les 20 premières secondes qui étaient gratuites. Et Sexy Back, la chanson de Justin Timberlake, quand elle est sortie, j'écoutais en boucle là-dessus, sur les musiques de sonneries de téléphone portable. Donc je connais les 20 premières secondes de la musique par cœur. Donc voilà, l'arrivée d'internet et des nouvelles technologies a profondément bouleversé l'industrie musicale qui a peiné à s'adapter à ces révolutions. Il a fallu accepter que notre manière de consommer de la musique ne serait plus jamais la même. Et Napster, bien qu'éphémère, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique, marquant le début d'une ère de l'accès instantané et de la gratuité. L'industrie musicale est en perpétuelle transformation, de nouveaux supports émergent tandis que d'anciens formats font leur retour. À chaque innovation, on annonce la fin du support précédent, mais l'histoire montre que ce n'est vraiment pas le cas. Même à l'ère du numérique, le format physique résiste encore et continue de séduire de nombreux amateurs. La preuve avec le vinyle, je pense que comme plein d'autres personnes, moi aussi je les achète pour la déco. Et quand j'ai sorti la vidéo il y a 2 ans, j'avais parlé de cet exemple parce que c'était d'actualité, mais le rappeur Orelsan avait sorti à ce moment-là 15 exemplaires différents de son album Civilisation, et il avait réussi à en vendre 140 000 exemplaires en une semaine. Aujourd'hui, le format physique n'est absolument pas mort, il est surtout très présent pour affirmer quelle musique ou quel album te tient le plus à cœur. En tout cas, c'est mon cas, j'aime bien acheter physiquement les albums qui m'ont vraiment impacté. Et concernant Napster, aujourd'hui la marque et le logo ont été rachetés pour rentrer dans la légalité et devenir à son tour une plateforme de streaming. Sean Fanning, quant à lui, a depuis créé plusieurs autres sociétés grâce auxquelles il s'est enrichi. On est sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous étiez là il y a 2 ans, merci à vous d'être toujours là aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires c'est quoi vos souvenirs à vous de la crise du disque, comment vous écoutiez de la musique à l'époque. Dites-moi que j'étais pas le seul à écouter les sonneries de téléphone s'il vous plaît. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, likez, abonnez-vous, puis je vous dis à très bientôt. On est dans un processus qui va durer à mon avis dans les 3 prochaines années, où tout à coup on va créer de nouveaux systèmes de consommation de musique. Le téléchargement payant, le système d'abonnement, demain pourquoi pas être abonné à un jukebox. Bon, comme à l'époque dans les bars, au lieu de mettre 1 franc dans le noir, on a un petit abonnement et puis on a accès à tous les hits du moment. 3e exemple, je vais faire un jogging, tiens, je m'écouterais bien le dernier U2, et hop, je demande le dernier U2 sur mon portable, et puis avec un son parfait numérique, je fais mon jogging en écoutant le nouveau U2.